Bonjour à tous et bienvenue pour cette 26e vidéo de la philosophie de combat. Aujourd'hui quasiment essentiellement consacrée à Aristote et peut-être j'aurai un peu de temps pour vous parler d'Épicure. Alors je vais vous parler d'Aristote toujours dans l'idée que je vais vous parler que de choses qui sont censées vous servir au quotidien. Alors on va commencer par des notions de métaphysique, c'est-à-dire ce qui est au-delà de la physique, ce qui pourrait expliquer le monde. Que je parle d'amour ou de botanique, il y a tout un tas de vocabulaire que je peux utiliser qui vont recouvrir des idées essentielles et qui vont me permettre de mieux comprendre comment je réfléchis et comment je peux voir le monde pour le voir d'une façon qui est plus juste. Alors on va parler de substance. Qu'est-ce qu'une substance? Alors évidemment les Grecs anciens se demandaient mais de quoi est fait la matière? Par exemple là j'ai un crayon dans la main, de quoi est fait ce crayon? Quelle est la substance de ce crayon? Alors la substance, je vais en donner je vais dire ça comme ça. Vous avez remarqué que dans le temps, je ne change pas. Je me suis pas transformé dans la seconde en poulet, ou je vais pas me transformer en lampadaire, ou je vais pas disparaître. Eh bien, parce que j'ai une substance, et la substance, c'est ce qui nous permet de durer dans le temps. Et c'est vrai que quand je parle de mon livre, là, sur Diogène Laërce, ou quand je parle de la feuille qui est devant moi, ou du stylo qui est dans la main, où je parle de moi-même, eh bien, tout ce qui existe autour de nous a une substance, c'est-à-dire une chose, substance, qui lui permet de durer dans le temps. On pourrait dire aussi une matière, mais si je parle uniquement de matière, j'ai un petit problème. Et le problème, c'est que je ne peux pas parler de la matière comme je pourrais parler d'amour ou de beauté. Or, je dois résoudre des problèmes comme l'amour ou la beauté, et je dois aussi pouvoir parler de mon stylo. Donc, il me faut un vocabulaire qui me permette de parler du bien, du beau, du vrai, et en même temps de la matière, de mon livre, de mon stylo. Donc, il me faut un vocabulaire où je vais pas dire la matière, je vais dire la substance. Voilà. Et quand je parle de substance, je peux autant parler d'amour que je peux parler de mon stylo. Donc, substance, ce qui nous permet d'être ce que l'on est et de durer dans le temps. L'essence, mode et attribut. Quand vous avez compris ça, vous avez déjà fait un grand bond en avant dans la métaphysique. Et en fait, c'est très simple à comprendre et c'est très 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 efficace. Une essence. On va prendre l'eau par exemple. L'eau, quand je pense à de l'eau, vous pensez peut-être à de l'eau sous forme liquide. Mais je vais vous demander d'imaginer l'eau. Peut-être vous, maintenant, vous l'imaginez sous forme gazeuse. Là, on a fait chaud bouillir de l'eau à 100 degrés, elle s'évapore. Et maintenant, pensez nouveau à de l'eau, et vous avez peut-être pensé à de l'eau sous forme gelée, c'est-à-dire de la glace. Et à chaque fois, j'ai utilisé le mot eau. Donc, l'eau est une essence qui est modifiée de différentes façons. Et les différentes façons dont elle est modifiée, on va appeler ça des modes. Voilà, tout simplement. Vous avez une essence qui est l'eau. Et cette essence est toujours la même, mais elle apparaît ou elle existe sous plusieurs modes. L'eau existe sous forme gelée, sous forme liquide ou sous forme gazeuse. Et à chaque fois, on peut dire de l'eau. C'est la même chose. Et un attribut, qu'est-ce que c'est? À chaque fois, quand l'eau est gelée, elle a l'attribut de la dureté. Elle a une résistance mécanique, ça se calcule par exemple. Et quand elle est sous forme gazeuse, elle n'a plus aucune résistance mécanique, ça se calcule plus. Elle a d'autres attributs. Et donc en fait, quand vous avez compris ça, essence, mode, attribut, essence, la chose en soi. Alors la chose en soi, c'est la façon un peu technicienne, kantienne de dire la chose. La chose en soi, la chose en elle-même, hein, l'essence, voilà. Et dans le christianisme, on va dire que l'essence du monde, c'est Dieu, hein, et que voilà, il n'y a pas à discuter. Mode, attribut, Dieu n'aurait pas de mode, mais des attributs à la limite. Et donc il y a une seule essence qui se présente sous plusieurs modes. Une essence peut se présenter sous un seul mode, etc. L'essence, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pur. Si vous pensez à l'essence d'un crayon, vous pouvez penser à tout un tas de crayons, mais il y a l'essence du crayon qui apparaît sous différents modes, dont ce c'est un mode du crayon, mais là j'en ai un autre crayon qui est un autre mode du crayon, et chacun a des attributs différents. Celui-là il est blanc, celui-là il est plutôt couleur du bois par exemple. Voilà. Donc voilà ce que c'est essence, mode, attribut. Avec l'idée de la substance, qui est vachement pratique, c'est si je prends mon stylo et je le balance derrière moi, vous savez qu'il ne s'est pas transformé en hippopotame, en lampadaire ou en cheval. Mon crayon, qui maintenant est par terre, eh bien, j'ai quand même vérifié, non je rigole, il a une substance, donc il va persévérer dans son être, il va rester le même. Je reprends mon crayon et effectivement il est resté le même, voilà, c'est mon crayon.
Alors, essence, mode, attribut, c'est hyper pratique, parce que quand on étudie quelque chose, on étudie par exemple les souris, il y a tout un tas de souris, et en fait, ce qu'on essaye de dire, par exemple, et c'est toute l'idée, c'est vraiment le fondement de ce qu'on peut penser comme étant une théorie. Vous avez tout un tas de souris, mais il existe la théorie de la souris, il existe l'idée pure de la souris, il existe l'essence de la souris, il existe voilà, la chose en soi souris, qui est la souris à partir de laquelle, en tout cas dans la pensée, on peut découler toutes les autres souris. Si on trouve un insecte et que ça ressemble à un papillon, on va pas trouver un nouveau mot à chaque fois pour, on va dire un insecte ou on va dire un papillon. On va lui trouver un nouveau nom latin, par exemple, pour décrire un animal qui va définir un autre mode de ce qu'on a vu comme étant les papillons. Et puis, on va lui décrire ses attributs, sa couleur, sa vitesse maximale et ce genre de choses. Et vous voyez qu'à chaque fois, on est parti de la même essence, qui était crayon, papillon, je sais pas, n'importe quoi. Et à chaque fois, on est différents modes. Et pourquoi on utilise justement tout ce vocabulaire-là? Je pourrais parler tout simplement de la matière, de ce qui est réel. Et pourquoi Aristote veut pas le faire? Parce que on peut aussi parler de l'essence de l'amour, par exemple. Et c'est là que le vocabulaire d'Aristote devient génial. Parce que si je vous parle de l'essence de l'amitié, l'essence de l'amour, si je vous parle de l'essence de Dieu, de toutes ces choses-là, je vous parle de vraiment de ce qu'il y a de plus pur, la chose en soi. Alors évidemment, on ne voit jamais l'essence d'une chose, on voit toujours des modes. C'est-à-dire que, euh, par exemple, pensez à l'amour, vous avez chaque couple est différent finalement. Vous avez le couple très passionné, etc. Vous avez le couple qui fait l'amour tout le temps, vous avez le couple qui fait jamais l'amour, vous avez le couple qui se dispute tout le temps, vous avez le couple qui se voit jamais, vous avez toutes sortes de couples, et tous ces couples-là sont des modes du couple qui pourrait être. Et c'est des façons d'être amoureux, c'est des modes de l'amour. Euh, voilà. Mais à chaque fois, vous avez cette essence qui est là à la base, qui serait l'amour, faut espérer, entre un homme et une femme, ou un homme, enfin, entre ce que vous voulez. Et vous avez une essence qui serait l'amour, et cet amour se voit ou se perçoit par différents modes. Et tous ces modes-là ont différents attributs. Par exemple, si on veut prendre des problématiques contemporaines, genre le mariage homosexuel, par exemple, c'est un mode de la relation entre un homme et une femme. C'est un mode parmi d'autres qui a des attributs différents du mariage, on va dire, classique, entre guillemets. Voilà. Et donc, si vous pensez à d'autres choses, hein, l'essence de la beauté, par exemple, moi je peux dire qu'une plante est belle, je peux dire qu'un paysage est beau, je peux dire que une maison est belle, je peux dire qu'un billet de banque est très beau, mais à chaque fois je reviens à ce même vocabulaire qui va dire mais la beauté, ouais, qui je vais à chaque fois revenir sur l'idée de la beauté. Et justement qu'est-ce que la beauté? Qu'est-ce que la beauté en soi? C'est très difficile à définir parce que chacun va dire pour moi la beauté c'est ça, mais chacun va définir un mode de la beauté, mais je ne sais toujours pas ce que c'est la beauté. Et d'ailleurs c'est très difficile de savoir ce que c'est la chose en soi. L'essence de la beauté c'est quoi? Et après chacun va le définir, bah justement c'est pour ça qu'on parle de métaphysique, bah dire bah Dieu a créé le monde, donc l'essence de toute chose c'est Dieu, et donc bah si Dieu est parfait puisqu'il a créé le monde et c'est un malin Dieu, donc il a forcément créé un monde parfait, et donc bah l'essence de la beauté c'est la nature. Voilà. Donc vous avez toute cette vraiment cette vision. Et si je dois dire, mais quelle est l'essence de l'homme? Parce que c'est vrai que je vois, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des asiatiques, il y a des tas de gens, des couleurs qui ont des formes, des traits différents. Eh bien, je vais dire, ben, quelle est l'essence de l'homme? Parce que je vois que des hommes qui sont différents, mais quelle est l'essence de l'homme? C'est vraiment une question qu'on peut se poser. Alors, Platon vous dirait justement que bah, l'essence de l'homme, c'est son âme, et il n'y a pas de différence entre les âmes. Enfin, il y a une différence de pureté entre chaque âme. Et donc voilà l'essence de l'homme. Alors l'essence de l'homme pour Aristote, ça sera un peu différent. On va introduire quelque chose de tout petit peu plus délicat, qui est la quiddité. Alors quiddité, c'est quelque chose que vous entendez très rarement et c'est pas souvent utilisé. La quiddité, c'est simple. On va dire la quiddité, c'est ce qui permet à l'essence d'exister. On va dire c'est le corps, et l'essence de l'homme, ça serait l'âme. Donc en fait, votre corps n'est qu'un support en quelque sorte, et votre âme, c'est vraiment votre essence. Pensez tout simplement à la flamme olympique. Vous avez ce feu qui brûle et vous avez cette torche qui maintient la flamme. Et bien sans la torche, vous n'avez pas de flamme.
Et sans la flamme, bah, la torche, elle est juste, elle sert à rien, quoi. Elle n'est pas animée, si vous voulez. Donc l'âme anima, hein, ce qui nous anime. Donc ce qui nous anime, vous avez besoin du corps et de l'âme. Mais Platon vous dit que bien sûr le corps et l'âme sont séparés. Aristote vous dira, alors, je sais pas très bien ce qu'il dit sur ce sujet-là d'ailleurs. Et il y a d'autres qui vont vous dire, qui vous diraient d'ailleurs comme Démocrite, bah il n'y a pas de différence entre corps et l'âme puisqu'ils sont composés de la même matière. Ce qui est pas faux. Et donc, vous voyez, essence, mode, attribut, c'est vraiment hyper pratique pour quand vous devez vous déplacer. Par exemple, le racisme, est-ce que c'est l'essence de la haine entre les hommes, etc., c'est comme on voudrait nous le faire croire, ou c'est qu'un mode? C'est-à-dire que le racisme, c'est du mépris comme d'autres formes de mépris. Il y a, voilà. Aussi très intéressant, et là on va vraiment parler du concret avec Aristote, c'est l'idée très simple que la façon dont vous vivez actuellement votre vie, sachez que c'est un mode. Vous avez vous vivez en fonction d'un mode, vous n'êtes pas dans l'essence. C'est-à-dire que, par exemple, prenez un jeune, ça pourrait être quelqu'un qui est, alors on voit souvent chez les jeunes qui aiment bien se distinguer pour bien ressembler tous les uns aux autres. Vous avez celui qui va se faire pousser des dreadlocks et il va être avec tous ses potes qui ont tous des dreadlocks et ils vont tous se ressembler. Donc vous avez un mode de la jeunesse. Vous en avez un autre, vous avez ceux qui sont, je sais pas moi, les gothiques par exemple, qui aiment bien s'habiller en noir, etc. C'est un autre mode de la jeunesse. Vous avez ceux qui aiment bien tout le rap et qui vont se déguiser avec qui vont se mettre du streetwear et qui vont fumer des joints. Et ben ça sera du chic bien, hein, qui vont écouter du rap. Ça va être un autre mode de la jeunesse. Vous avez ceux qui sont qui ont des tronches de premier de la classe, comme on dit, et qui vont travailler comme des forcenés pour arriver dans des positions sociales, etc., etc. C'est un autre mode de la jeunesse, etc. Donc pensez à votre propre vie. Vous avez vous n'êtes vous n'êtes qu'un mode de la façon dont vous pouvez vivre. Donc si vous vous demandez comment est-ce que dans la philosophie, dans la métaphysique, ça peut vous aider au quotidien, bah pensez tout simplement que là, vous êtes dans un mode de vie. Un mode de vie parmi d'autres modes de vie. Mais l'essence en elle-même de la vie, c'est très difficile à définir, la chose en soi est inatteignable, on ne la voit, on ne l'aperçoit que par les différents modes, etc. Par exemple, on peut avoir un homme et une femme qui se disputent et qui se détestent tout le temps, ça ne veut pas dire que l'amour n'est pas là. C'est juste que c'est un mode par rapport à l'amour qui est ou qui n'est pas là. Alors revenons-en à vous. Voyez tous ces jeunes, c'est facile à voir. Hein, vous avez les bandes de ceci, les bandes de cela, et souvent tout le monde copie le code de l'autre. Et tout le monde est dans le même mode d'existence. Et souvent, ce qui est tragique dans des sociétés comme la France actuelle d'ailleurs, c'est que les gens sont dans des différents modes, mais ils pensent être dans l'essence. C'est-à-dire que les gens pensent être dans la vérité en elle-même, ils pensent avoir la bonne façon de vivre, la bonne façon de etc. Alors qu'ils ne sont qu'un mode, hein, qu'une solution qu'on peut trouver quand on est jeune ou moins jeune pour vivre sa vie. Et donc vous avez des tas d'essences, modes, attributs. Et pourquoi on a ce vocabulaire? Parce qu'on peut en même temps parler de choses abstraites que de la matière. Et c'est ça qui est génial avec la métaphysique, même si ça a été déconstruit par la suite, beaucoup critiqué, mais n'empêche que l'universel chez Aristote et le transcendantal chez Kant, c'est a priori strictement la même chose. Donc finalement, on est toujours un peu à la même chose. Alors l'essence, je vais revenir un peu à ce que j'ai dit, mais Thalès par exemple, pour lui l'essence de toute chose c'est l'eau. Alors l'essence de l'essence c'est Dieu bien sûr, mais comment est-ce que Dieu fait pour quelle est l'essence qui va lier le monde? Bah ça va être l'eau, chez Thalès ça va être le feu, je dis n'importe quoi, chez Thalès ça va être l'eau, chez Héraclite ça va être le feu, chez Démocrite ça va être les atomes, l'essence de toute chose sont des atomes, voilà, etc. Et donc pensez à ça, c'est hyper pratique, ça sert beaucoup, et quand vous voyez quelque chose et on vous dit c'est la vérité, dites-vous toujours que est-ce que c'est une essence ou c'est un mode. Et souvent vous vous rendez compte que la plupart des choses que vous voyez autour de vous ne sont que des modes d'une essence que vous n'atteignez jamais. C'est-à-dire que la façon dont vous vivez votre vie, c'est un mode de vie, vous pourriez en avoir un autre. Alors je vais vous lire un petit peu, alors là c'est Denis Wisman, hein, les pages les plus célèbres de la philosophie occidentale, donc je vais vous lire un petit peu de Aristote, hein, dans la métaphysique d'Aristote bien sûr. Connaître et savoir pour connaître et savoir, tel est le caractère principal de la science du suprême connaissable, car celui qui veut connaître pour connaître choisira de préférence la science parfaite, la métaphysique là pour le coup,
c'est-à-dire la science du connaissable par excellence, pardon. Or, le connaissable par excellence, ce sont les principes et les causes. C'est par eux et à partir d'eux que les autres choses sont connues, et non pas les principes et les causes qui sont connus par les autres choses que leur sont subordonnées. La science la plus élevée et qui est supérieure à toute science subordonnée est celle qui connaît en vue de quelle fin il faut faire quelque chose, et cette fin est le bien de chaque être et, d'une manière générale, c'est le souverain bien dans l'ensemble de la nature. Toutes ces considérations, il résulte que c'est à la même science que s'applique le nom de philosophie. Ce doit être en effet la science théorétique des premiers principes et des premières causes, car le bien, c'est-à-dire la fin, est l'une de ces causes. Très intéressant Aristote, parce que pour lui, le but de la science, c'est le bien, sans vraiment définir d'ailleurs ce que c'est, mais une espèce d'essence pure comme ça qui serait le bien. Mais en tout cas, quand on fait de la science, quand on fait de la dialectique, c'est pour ça que la dialectique doit être vertueuse, c'est pour ça que la science doit être vertueuse, on fait ça en principe des fins, et la fin c'est le bien, on va dire l'amélioration de la vie des hommes, hein. Ce qui sera repris par au XVIIe siècle par Voltaire, Diderot, Rousseau et compagnie, quoi. C'est l'idée que la science, surtout comme l'a dit Aristote, se doit amener vers plus de bien. Et donc il y a une science, hein, c'est surtout ça qu'il veut développer, c'est l'idée qu'il y ait une science qui soit supérieure aux autres. Et c'est vraiment intéressant. Alors avant de parler d'autres choses, revenons sur les catégories d'Aristote, et puis après on parlera de causes et de conséquences. Les 10 catégories d'Aristote: substance ou essence, on va dire substance là pour le coup, quantité, qualité, relation, lieu, temps, la position, la possession, l'action et la passion. Alors qu'est-ce que ça veut dire les catégories d'Aristote? Vous voyez là mon crayon, si je le balance, qu'est-ce que vous savez sur mon crayon maintenant que je l'ai balancé? Est-ce qu'il existe toujours? Est-ce qu'il s'est transformé en hippopotame, etc. Vous savez 10 choses sur ce crayon, alors que là il est par terre, je l'ai même pas regardé, je sais pas où il est, et je sais 10 choses sur mon crayon. Je sais qu'il a une substance, je sais qu'il a une quantité, une qualité, une relation, un lieu, un temps, une position, un possesseur, quelque chose qui, voilà, une action et une passion. Voilà, actuellement, il n'a pas de passion. Mais là, pourquoi est-ce que Aristote crée 10 catégories? Parce qu'il aimerait une façon, dans sa métaphysique, de pouvoir englober par 10 questions ou 10 fondamentaux tout objet de pensée, tout objet physique. Avec ces 10 choses, on peut les penser facilement. Et c'est vrai que ça marche, vous pensez à tout, hein. Pensez je sais pas moi, à l'amour. C'est un sentiment qui dure dans le temps, donc ça a une substance, une quantité, on peut se poser la question, une qualité, une relation, ça c'est clair, un lieu, un temps, une position, possession, action, passion. Prenez n'importe quelle histoire d'amour, prenez la beauté, vous prenez tout ce que vous pouvez trouver beau, etc. À chaque fois, vous retrouvez, dans l'idée d'Aristote, ces 10 catégories. Alors ces 10 catégories vont perdurer jusqu'à 1781, la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant. Mais ces 10 catégories sont intéressantes parce que pour lui, peu importe ce que vous vivez ou ce que vous devez penser, à chaque fois, prenez-le sous ces 10 catégories et essayez de l'analyser de cette façon-là. La substance, la quantité, la qualité, la relation, le lieu, le temps, la position, la possession, l'action, la passion. Voilà. Maintenant, on va parler de causes et de conséquences. Pourquoi est-ce que Aristote est très apprécié, très intelligent, et comment est-ce que lui, il parlait de Dieu, il disait pas, c'est-à-dire que c'est le premier qui a pensé nécessaire de justifier Dieu. Avant lui, on pouvait dire, c'est évident, c'est écrit dans l'Iliade et l'Odyssée, c'est écrit dans la mythologie grecque, ça se discutait même pas. Et c'est un des premiers qui a dit, mais attendez, alors il y en a qui ont dit Dieu n'existe pas, hein, mais c'est le premier qui va dire, si on dit que Dieu existe, faut quand même le prouver. Alors pourquoi pas. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Il va utiliser une, une idée qui est assez géniale en elle-même, qui est la suivante. En gros, tout a une cause. C'est-à-dire le fait que je suis en train de vous parler a une cause. Parce qu'un jour je me suis mis à la philosophie, et au bout de 7 ans d'études, j'ai eu envie d'en partager un petit peu. Mais il y a une cause à ça, une rupture amoureuse, où j'étais malheureux, ou je sais pas, enfin, il y avait une cause. Puis à cette cause, il y avait une cause. Et à cette cause, il y avait une cause. Il y a toujours une cause. Et quand on finit
Voilà, on s'arrête jamais. C'est comme si je disais quelle est la raison de comment on vit aujourd'hui. Je vais vous parler d'une cause. Bah, la raison pour laquelle on vit comme ça aujourd'hui, c'est telle cause, et telle cause va ramener une autre cause antérieure. Expliquer la guerre de 14-18, ça nous ramène à celle de 1870, qui nous ramène à celle d'avant, et ainsi de suite. Et on n'a jamais fini avec l'histoire. On remonte toujours à des causes antérieures, parce qu'une cause est forcément antérieure à ses conséquences. Et donc on remonte à des causes, et il y a bien à un moment donné une cause où on ne peut plus remonter derrière, quoi. Et la cause incausée, si vous voulez, la cause des causes, la première cause, voilà, le premier moteur immobile, c'est-à-dire le premier moteur à partir de qui démarre et qui en met une série de conséquences qui peuvent nous faire remonter jusqu'à nous aujourd'hui, ou à cette discussion-là. Mais avant cette discussion-là, le fait qu'on parle, qu'on discute, vous m'écoutez, etc., il y avait une cause avant ça. Si je remonte tout au début, eh bien j'arrive sur le premier moteur immobile et sur la cause incausée, et je vais appeler cette cause incausée, je vais l'appeler Dieu. Et c'est comme ça qu'Aristote justifiait l'existence de Dieu. Il y a bien un moment donné, alors justement on va voir qu'avec Épicure, il y a d'autres versions de cette histoire, mais on voit bien qu'avec Aristote, c'est le premier qui a eu la bonne idée de justement justifier le fait qu'on croit en Dieu. On croit en Dieu parce qu'il y a bien forcément une cause au départ qui va entraîner toutes les autres. Et alors ce qui va nous faire développer l'idée de causalité en 4 parties, qui sont très intéressantes et qui correspondent vraiment à la métaphysique d'Aristote. Première, cause matérielle, la matière qui constitue une chose, la cause formelle, l'essence de cette chose, donc l'essence, là on est dans l'idée métaphysique, la cause motrice, ce qui produit la chose, et si je vais dans le début de toutes les causes motrices, je vais forcément tomber Dieu, et la cause finale, ce en vue de quoi la chose est faite. Pourquoi est-ce que nous philosophons? Et c'est vrai que j'ai déjà dit, le monde est absurde parce que finalement ça n'a jamais de fin et ça n'a jamais de but ni de sens. Et justement Aristote ne dit pas il faut faire ci ou ça. Il propose un certain nombre de choses, mais pour lui, il ne cherche pas à savoir quelle est la cause finale, il cherche juste à expliquer qu'il y a une cause finale, et parce qu'on cherche cette cause finale, on fait de la philosophie. Parce qu'on cherche on essaie de trouver un sens à sa vie, et pourquoi? Parce qu'il y a cette idée de cause finale, tout ça doit bien mener à quelque part. Alors, chez Platon, on a résolu ce problème, il faut purifier son âme, et puis quand on a purifié son âme, on s'en va vers le ciel des idées, ou quand on est un guerrier, on va aux Champs-Élysées. Enfin, le problème est résolu. Mais là, le problème est ni résolu. Il est juste, c'est un bon problème. Le problème que l'être humain n'ait pas de fin, n'ait pas de sens, la vie n'ait pas de sens, n'est pas un problème en soi. C'est pas quelque chose de grave si on n'arrive pas. C'est justement l'occasion de philosopher. Et donc, j'ai mis à Aristote. Hein. Alors lui, il avait ses propres passions. Je vais lire un très beau texte d'Aristote sur l'amitié. Si le fait de vivre est par lui-même un bien, il comporte aussi de l'agrément, constatation qui semble résulter du désir de vivre que montrent tous les hommes, et particulièrement les honnêtes gens et les gens heureux. Leur vie n'est-elle pas particulièrement désirable, et leur existence n'atteint-elle pas au comble du bonheur? En outre, celui qui voit sans qu'il voit, celui qui entend sans qu'il entend, celui qui marche sans qu'il marche, et il s'en va de même pour tous les autres cas. Il y a en nous un je ne sais quoi qui sent que nous déployons notre force. Aussi pouvons-nous sentir que nous sentons, et de même penser que nous pensons. Hors du fait même que nous sentons ou pensons, nous existons. Car nous l'avons dit, exister c'est sentir, ou penser. Enfin, sentir qu'on vit est agréable par soi-même. Par soi-même, vous voyez, voilà. La vie étant un bien par nature, et s'apercevoir du bien qui existe en nous étant un plaisir, l'existence est donc désirable tout particulièrement pour les hommes vertueux, puisque pour eux être est un bien et un plaisir, et qu'ayant conscience de ce bien en soi, ils éprouvent un vif agrément. Les dispositions que l'homme vertueux a pour lui-même, il les montre également à l'endroit de son ami, puisque celui-ci est un autre lui-même. Dans la mesure où chacun désire la vie pour son propre compte, il en fait autant pour son ami, ou à peu de choses près, mais n'avons-nous pas dit que l'existence était souhaitable par le sentiment qu'on avait de sa propre valeur morale, sentiment qui est en lui-même agréable?
Il en résulte donc qu'il faut avoir aussi le sentiment de l'existence de son ami, ce qui se produit généralement quand on vit en intimité avec lui et qu'on échange paroles et réflexions. L'amitié est une sorte d'association. Les dispositions qu'on entretient à l'égard de soi-même, on les montre à l'égard de l'ami. Or, en ce qui nous concerne personnellement, la sensation de notre existence est désirable. Elle l'est aussi par rapport à l'ami. Comme elle ne se manifeste en acte que dans la vie commune, tout naturellement les amis y aspirent. En outre, toutes les circonstances où nous éprouvons le sentiment de notre existence et où nous connaissons les raisons qui nous font souhaiter de vivre, nous voulons les partager avec nos amis en vivant avec eux. Aussi les uns se réunissent-ils pour boire, les autres pour jouer aux dés, d'autres pour s'exercer à la gymnastique, d'autres enfin pour chasser ou pour philosopher de compagnie. Tous les hommes passent leur temps avec leurs occupations préférées, comme ils veulent vivre en intimité avec leurs amis, et se livrent et participent à ce qu'ils estiment être l'agrément de la vie en commun. Donc j'ai presque envie de dire, mais on s'en fout du sens de la vie tant qu'on est avec nos amis et qu'on fait ce qui nous plaît. Le reste de la vie n'a pas beaucoup d'importance. Je vais continuer un peu à parler d'Aristote parce qu'Aristote est très surprenant. Je me souviens certaines pages de la rhétorique d'Aristote, j'en croyais pas mes yeux. Hein, quand on lit l'éthique, la disposition éthique des riches, c'est d'être des imbéciles heureux. Quand on lit ça sous Aristote, on se dit c'est pas possible. Ce qui lui arrive, il a fumé du crack. Et non, c'était Aristote. Ce que je viens de lire, ça vient de l'éthique à Nicomaque. Hein, donc, si vous devez commencer à étudier la philosophie, le plus simple, c'est l'éthique à Nicomaque de Aristote et puis l'être à Lucilius de Lucrèce. C'est vraiment les livres essentiels pour commencer la philosophie. Je vais vous lire encore un petit peu d'éthique à Nicomaque, parce que là, c'est vraiment dans le... Quand on est chez Aristote, quand on avait compris sa métaphysique, en fait, il y a pas de haine. Il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de vérité, il n'y a que de la compréhension du monde. Et justement, beaucoup d'auteurs de philosophie vont revenir sur cette idée simple aristotélicienne qui est on a juste à comprendre le monde, quoi. Le monde a une substance, le monde a une essence, mode, attribut, on a juste à bien comprendre. Et quand dans notre esprit les choses sont bien construites, tout le reste cool, quoi. Il n'y a pas besoin d'après d'écrire des livres compliqués, de se prendre la tête ou de voilà, faire les choses qu'on aime. Enfin, c'est vraiment un éloge presque de la simplicité. Et puis Aristote était quand même, c'était quelqu'un, quoi. Encore un petit texte de l'éthique à Nicomaque qui est vraiment sympathique. Les gens font du mot égoïste un terme de réprobation, appellent égoïstes ceux, qu'il s'agisse de richesse, d'honneur, de plaisir corporel, prennent la part la plus grande. Tels sont en effet pour la plupart des hommes les objets de leurs désirs et de leurs efforts, car ils pensent que ce sont les plus grands des biens. C'est pourquoi ce sont ceux qui se disputent le plus. Or, quand on place là son ambition, on s'abandonne à ses convoitises et en général à ses passions, et par conséquent à la partie irrationnelle de l'âme. Comme c'est là le cas de la plupart des hommes, la signification du mot vient de cet égoïsme de la masse qui est vil. C'est donc avec justice qu'on méprise ceux qui sont égoïstes de cette manière, et que l'on appelle communément égoïstes ceux qui cherchent à se procurer ces sortes de biens. La chose est claire. Car il se trouve un homme qui s'applique constamment à accomplir plus que tout autre des actes de justice, de tempérance ou de toute autre vertu, qui en un mot se réserve toujours à lui-même le beau. Personne ne qualifiera cet homme d'égoïste ni ne le blâmera, et pourtant c'est celui-là qui semblerait plutôt être égoïste. Il cherche en tout cas à s'assurer à lui-même les choses les plus belles, les biens suprêmes. Il veut contenter la partie de lui-même qui a l'autorité souveraine, et il lui obéit en tout. Donc il y a vraiment une idée de recherche de la vertu chez Aristote qui est fondamentale, et ce qui est bien et appréciable dans la vie, c'est justement la vertu. C'est vraiment la grande philosophie d'Aristote. Pourquoi est-ce qu'on fait de la science? C'est pour le bien. Pourquoi est-ce qu'on a des amis? Parce que c'est vertueux d'avoir des amis. Et je tire votre attention sur les dates, c'est important. C'est sans doute de ce genre de pensée, la pensée d'Aristote, qui va beaucoup, à mon avis, influencer la pensée romaine, parce que chez les Romains, il va y avoir cette très grande, très forte idée de l'amitié, amitié qui est vraiment le socle quasiment de la société romaine.
Et j'ai cherché longtemps d'où ça pouvait venir, cette idée de l'amitié, et on la retrouve souvent, on la retrouve surtout chez Aristote. Alors il y a d'autres choses à dire, plus moins sympathiques, mais plus conceptuelles, et qui sont absolument fondamentales si on veut comprendre Emmanuel Kant. Et c'est ça. Si on veut comprendre Emmanuel Kant, il faut absolument lire ça d'Aristote. Impossibilité d'une démonstration par les sens, alors c'est de l'organon, de l'ordre, de la logique, je crois. Alors, impossibilité d'une démonstration par les sens. Il n'est pas possible non plus d'acquérir par la sensation, c'est-à-dire par les sens, l'odorat, le toucher, etc. Il n'est pas non plus, il n'est pas non plus, il n'est pas possible non plus d'acquérir par la sensation une connaissance scientifique. En effet, même si la sensation a pour objet une chose de telle qualité, et non seulement une chose individuelle, on doit du moins nécessairement percevoir telle chose déterminée dans un lieu et à un moment déterminé. Mais l'universel, très important, mais l'universel, ce qui s'applique à tous les cas, est impossible à percevoir, car ce n'est ni une chose déterminée, ni un moment déterminé, sinon ce ne serait pas universel, puisque nous appelons universel ce qui est toujours et partout. Puis donc que les démonstrations sont universelles et que les notions universelles ne peuvent être perçues, il est clair qu'il n'y a pas de science par la sensation. Mais il est évident encore que même s'il était possible de percevoir que le triangle a deux angles égaux à deux droits, nous en chercherions encore une démonstration et que nous en aurions pas. Une connaissance scientifique très important, car la sensation porte nécessairement sur l'individuel, tandis que la science consiste dans la connaissance universelle. Et ça, là vous avez compris tout Emmanuel Kant, quasiment. La sensation porte sur l'individuel et la science porte sur l'universel. Et ça va être vraiment Emmanuel Kant qui va redire ça longtemps, bien après dans l'histoire de la philosophie, quasiment presque 2000 ans plus tard. Et c'est là qu'on va commencer à pouvoir séparer le fait religieux du fait scientifique. Alors j'ai pris quelques pages. Pour vous parler un peu d'Aristote. Je reviens sur Aristote, donc là j'ai expliqué, je vais finir avec ça, parce que vraiment dans la métaphysique, et là dans cette idée qui est importante, c'est l'universel est scientifique, ou le scientifique, tout ce qui est scientifique est universel. Je vais pas développer ça tout de suite, parce que ça va être vraiment le gros truc d'Emmanuel Kant, donc je vais le laisser à Emmanuel Kant. Et puis normalement avec Aristote, si vous avez substance, essence, mode, attribut, quiddité, essence, c'est-à-dire le corps et l'âme chez l'être humain, vous avez tout un tas de vocabulaire pour pouvoir déjà vous débrouiller en métaphysique. Au passage, vite fait, chez Aristote, vous avez d'autres choses, vous avez l'idée vous avez une substance. Substance, c'est ce qui ne change pas dans le temps. Et puis, vous avez des accidents. Et je dis qu'on est dans le vocabulaire de la métaphysique. Qu'est-ce que c'est un accident? Si par exemple vous trompez votre femme et elle l'apprend, l'amour qui était le lien entre l'homme et la femme et qui était une substance, soudain subit un accident et brutalement transformé, et ça va devenir de la haine, j'imagine. Et puis, si vous avez une voiture qui est une substance effectivement dans le temps, mais si vous rentrez à 180 km/h dans un poteau, elle va voir que la substance de la voiture va certainement changer et que j'espère que vous n'êtes pas dans la voiture à ce moment-là parce que ça va faire mal. D'autres idées chez Aristote, vous avez la quiddité, j'en ai déjà parlé, vous avez vertu, puissance et acte. En gros, vous êtes né plus ou moins vertueux, et donc cette vertu va forcément nécessairement vous procurer une puissance plus ou moins grande, et cette puissance, elle va se voir comment on va voir que finalement la puissance va amener l'acte parfait, c'est-à-dire que la façon dont vous allez agir va forcément être nécessairement parfaite, puisque vous êtes d'une nature vertueuse ou non, ce qui est un peu gênant parce que c'est comme ça qu'on justifiait à l'époque l'esclavage, c'est-à-dire que si vous êtes d'une nature vertueuse, eh bien vos actes vont être vertueux, alors que
on va dire l'inverse un peu plus tard dans la philosophie, on va dire, mais quand vous êtes peut-être d'une nature vertueuse, vous avez des talents, vous êtes capable de faire des grandes choses, certes, mais vous pouvez utiliser tous vos talents et toute votre nature vertueuse pour faire autant le bien que le mal. Donc finalement, une nature vertueuse n'entraîne pas des actes vertueux comme ce qu'on a chez Aristote. Donc ça c'est voilà, il y a tout un tas de voilà, mais avec l'essence mode attribut, vous avez vraiment l'essentiel pour tout comprendre jusqu'à à peu près Kant. On va un peu parler d'Aristote, parce que c'était un rigolo Aristote. Là je reprends Diogène Laërce, pour vous parler d'Aristote. On lui attribue de bien belles sentences. Les voici. On lui demandait ce qu'on gagnait à mentir, de ne pas être cru lorsqu'on vient de dire la vérité. On lui reprochait d'avoir eu pitié d'un coquin. Il répondit qu'il avait songé à l'homme et non à ses mœurs. Il aimait à dire sans cesse à ses amis et à ses disciples, en quelque lieu qu'il les rencontra, que la vue tire sa lumière de l'air environnant et l'âme de la science. Souvent, il s'indignait contre les Athéniens et disait: ils ont inventé le blé et les lois, mais ils usent du blé et négligent les lois. L'éducation, disait-il, a des racines amères, mais ses fruits sont bien doux. On lui demandait qui vieillit vite, la reconnaissance. Et qu'est-ce que l'espérance? Le rêve d'un homme éveillé. Diogène lui donna un jour des figues sèches, ayant l'intention, si Aristote les refusait, de lui asséner une raillerie. Mais Aristote les prit de bonne grâce et dit à Diogène qu'il avait perdu à sa fois ses figues et son bon mot. Diogène lui en offrit de nouveau. Aristote prit la figue, la leva en l'air et lui dit comme un enfant: Diogène est grand. Puis il la lui rendit. Il affirmait que 3 choses étaient nécessaires à l'éducation: un bon naturel, un bon enseignement, du travail. Apprenant qu'un homme l'avait injurié, il répondit: il peut bien me battre aussi du moment que je ne suis absent. On lui demandait: quelle différence y a-t-il entre les savants et les ignorants? Celle qu'il y a entre les vivants et les morts. La science, disait-il, sert l'ornement dans la bonne fortune, de refuge dans la mauvaise. Les parents qui font instruire leurs enfants sont plus estimables que ceux qui se contentent de leur donner la vie, car les seconds ne donnent que les moyens de vivre et les premiers donnent les moyens de bien vivre. Un homme se glorifiait devant lui d'être originaire d'une grande ville. Il répondit: ce n'est pas cela qu'il faut considérer, dit-il, mais bien si l'on est digne d'être d'une grande ville. On lui demandait: qu'est-ce qu'un ami? Il répondait: une seule âme en 2 corps. Il disait que parmi les hommes, les uns étaient économes, comme s'ils devaient vivre toujours, les autres prodigues, comme s'ils devaient mourir sur l'heure. Quelqu'un voulait savoir pourquoi on fréquentait plus volontiers ceux qui sont beaux. C'est là, dit-il, une question d'aveugle. On lui demandait: quel avantage tirez-vous de la philosophie? Celui de faire sans contrainte et de moi-même ce que les autres font par peur des lois. Comment les élèves peuvent-ils faire des progrès quand ceux qui sont les plus avancés ne s'attardent pas à attendre les autres? Vous voyez, il y a beaucoup chez Aristote, il y a aussi une vision très aristocratique, c'est-à-dire que il faut que les meilleurs soient au sommet de l'État. Et donc, si ça devait être un ministre de l'éducation, imaginez que le ministre de l'Éducation nationale vous lui demandez comment les élèves peuvent-ils se faire des progrès, et ils vous répondent quand ceux qui sont les plus avancés ne s'attardent pas à attendre les autres. C'est pas tout à fait une réponse démocratique, mais c'était la réponse de Monsieur Aristote à l'époque. Voilà, donc à savoir aussi, j'ai oublié de dire quelque chose sur Platon qui pourrait aller dans son sens. Dans l'idée de Platon, c'est que en gros, si vous êtes, c'est une idée qui a été reprise énormément. Il y avait l'idée que si vous étiez né dans des basses classes de la société, mais que vous vous montriez digne de monter en haut de la société, on pouvait vous y amener. Donc voilà, il y avait cette idée-là dans la Grèce antique. C'est pour ça que quand on parle de la Grèce, effectivement, était une démocratie réservée aux citoyens d'Athènes, en gros aux riches et aux puissants, c'est vrai, mais il y avait une petite chance pour qu'un esclave devienne un maître. C'était possible, ce qui n'a pas toujours été possible partout dans l'histoire de l'humanité. Donc les Grecs avaient quand même, malgré leur esclavage, on va dire une certaine humanité.
Donc voilà, j'ai pas la métaphysique d'Aristote parce que j'ai pas tous mes bouquins, mais en gros, c'est vraiment un livre, quand on a compris Essence, Mode, Attribut, tout devient simple, quoi, tout devient simple à comprendre, je trouve. Et puis après, quand on va passer à Descartes et à Spinoza ou à Leibniz ou à Kant, tout va découler logiquement. Il y aura pas besoin de, quand on pose de essence, mode, etc. Quand on veut dire qu'est-ce que Dieu, bah Dieu c'est l'essence suprême ou l'être suprême. Alors on va très bien comprendre que Dieu c'est l'existence, la substance qui est autant matérielle qu'une idée, qu'une pensée. Eh bien c'est suprême, c'est au-delà de nous. Voilà ce qu'aurait pu dire Aristote, hein. On n'est pas encore dans le christianisme où on va dire que Dieu c'est pas dans un arrière-monde comme dirait Nietzsche, mais c'est pas une substance du tout matérielle, c'est qu'une substance qu'on va devoir penser, d'où le vocabulaire de Descartes qui va être substance pensante et substance étendue, mais qu'on verra plus tard. Et en attendant, on va passer doucement à Épicure et puis à l'Antiquité tardive où on se rend compte que finalement les grandes je veux dire Aristote a quand même réglé pas mal de choses finalement sur beaucoup de sujets, beaucoup d'idées et puis finalement on est passé, c'est un peu la fin de la Grèce aussi à l'époque, donc on est à Épicure et on va arriver à comment il s'appelle on va arriver à Sénèque, c'est ça, à Lucrèce et puis à Sénèque. Et on va voir que la philosophie finalement a accepté, je pense que beaucoup de gens ont accepté Aristote en se disant mais c'est Aristote qui a raison, Aristote justifie tout, Aristote a une méthode scientifique, Aristote est génial et c'est pas complètement faux. Et Aristote a un certain pouvoir et comme lui il aimait l'amitié, il aimait des choses simples, eh bien c'est cette douceur de vivre qui va transpirer beaucoup de la philosophie grec qui va arriver dans ce monde latin. Et en fait, dans le monde latin romain, contrairement à ce que Hollywood nous montre toute la journée, c'était un monde d'une grande qui tendait vers une grande douceur, contrairement à ce qu'on peut croire. Même si les Romains étaient cruels, les Romains pratiquaient abondamment l'esclavage, les Romains faisaient des combats de gladiateurs, les Romains ceci cela, mais leur philosophie est paradoxalement très douce. En tout cas de ce qu'on connaît, c'est beaucoup et elle sort beaucoup d'Aristote. Mais maintenant, on va se concentrer sur Épicure. Alors Épicure, il est né en moins 341, il est mort en moins 271. Alors qu'Aristote, c'était moins 384, moins 322. Donc en gros, Épicure est né, avait 20 ans quand Aristote est mort, une vingtaine d'années, et genre de philosophes qui ont un peu hérité de tout cet héritage grec, hein, parce que ça commence à c'est long, hein, ça fait quand même 400 ans de Thalès jusqu'à Aristote. On a vraiment un peuple qui a beaucoup réfléchi, qui s'est beaucoup battu, qui a remporté des grandes victoires. Alors, à l'époque où Épicure est là, c'est la Macédoine qui commence à prendre le contrôle de la Grèce, et donc les choses commencent à évoluer. Mais c'est l'un des derniers grands philosophes grecs. Il a une philosophie qui est très matérialiste, c'est pour ça qu'il est souvent mis un peu à l'écart de la philosophie traditionnelle. Alors évidemment, moi j'ai pas fait des études de philosophie traditionnelle, j'ai fait mes propres études de philosophie, je suis allé directement au texte. Et donc, si Michel Onfray a raison, à ce moment-là, effectivement, quand on parle d'Épicure, on parle de quelque chose du partir duquel on ne parle pas toujours, mais je trouve que Épicure est vraiment très intéressant et je vais le rajouter. Et il est parfaitement, et vous voyez qu'à chaque fois, tout s'imbrique les uns après les autres. Platon suit très bien Thalès et contredit beaucoup Démocrite, et puis après vous avez Aristote qui réconcilie tout le monde, et puis vous continuez, et ainsi de suite, et à chaque fois vous voyez que tout est imbriqué dans l'histoire de la philosophie. Personne ne vient ex nihilo, c'est-à-dire personne ne vient du néant. Donc finalement, dans l'histoire de la philosophie, comme dans l'histoire de l'art d'ailleurs, comme dans l'histoire de quasiment tout ce que sait faire l'être humain, eh bien il n'y a pas un génie qui arrive et qui invente tout, ça n'existe pas, il y a toujours... Steve Hawking avait une belle expression qu'il a repris de je sais plus qui pour dire ça, on est sur l'épaule, on est des nains juchés sur l'épaule des géants,
C'est-à-dire que on a derrière nous, dans l'histoire de l'humanité, des tas de géants du style Aristote. Ils sont vraiment des monstres. Hein. En philosophie, Aristote, c'est 30 ans de travail, c'est vraiment un monstre. Et nous, on est des nains à côté d'eux, mais on est juchés sur leurs épaules, donc on n'est pas génial parce que, si vous voulez, en philosophie comme en art, comme en tout, on pique toujours les idées de ceux qui nous ont précédés, mais on est vraiment des nains, et on voit un tout petit peu plus loin parce qu'on est sur l'épaule des géants, donc on voit un peu plus haut que eux, mais alors c'est sont vraiment des montagnes et des géants, quoi. Faut toujours dire que finalement en philosophie, derrière tout ce qui est sciences sociales, on est toujours des nains, et on est toujours des nains jugés sur l'épaule des géants, donc on voit plus loin, mais on est tout aussi minable si vous voulez que les autres, mais on va un tout petit peu plus loin, donc on croit qu'on a inventé quelque chose, on a cette arrogance là, alors qu'on n'invente rien, c'est juste qu'on a la chance d'avoir des géants qui nous portent sur leurs épaules. Donc vraiment, faut prendre ça en considération. Ça veut pas dire qu'Épicure est un nain, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les sciences, dans toutes les sciences d'ailleurs, il y a toujours des montagnes de la philosophie, des montagnes des sciences qui nous ont précédés, et à toujours avoir l'humilité de dire qu'on ne fait que continuer très humblement un travail qui a déjà été entrepris par des gens bien plus intelligents et bien plus géniaux que nous. La grande pensée métaphysique d'Épicure ne vient pas de nulle part, ça s'appelle le clinamen tout simplement. Le clinamen, c'est l'idée que c'est simplement les atomes, parce qu'il va reprendre cette idée atomiste de Démocrite, et les atomes tombent comme des pluies verticales comme ça, sans jamais se toucher. Ils tombent en ligne droite comme des pluies verticales. Et le clinamen, c'est quoi? C'est très très belle phrase. C'est un caprice d'atome. C'est-à-dire que l'atome, à un moment donné, ils tombent tous en pluie verticale et ne se touchent jamais. Et à un moment donné, un des atomes a un caprice et il change de route. Et comme il change de route, il va cogner contre un autre atome qui tombe aussi en pluie verticale. Un peu comme vous y voyez bien la matrice dans le film Matrix. Vous avez l'espèce de, quand vous regardez l'écran d'ordinateur de la matrice, vous avez des lignes comme ça verticales qui tombent sans jamais se toucher. Eh bien, c'est comme si vous aviez dans cette matrice, pareil, une petite ligne de code qui décide de changer sa trajectoire et qui va en pousser une autre, qui en pousse une autre, qui crée une réaction en chaîne comme ça, une sorte de Big Bang si vous voulez. Et c'est de là que vient l'univers d'une sorte de caprice d'atome. C'est une très belle façon de voir le monde, et ça justifie tout le reste de sa philosophie qui est atomiste, qui va parler de la mort, et qui va parler de philosophie pour bien vivre, qui va parler du bonheur. Alors attention, je le rappellerai dans la prochaine vidéo, mais le bonheur pour les épicuriens, c'est pas on fume de la drogue et on picole à mort, c'est évidemment l'ataraxie, c'est l'absence de trouble. C'est un peu la même chose qu'on retrouve chez Démocrite, hein, chez l'asthénie, je crois que ça s'appelait. En gros, c'est pas on va en boîte et on délire avec ses potes, mais il faut justement évacuer c'est l'absence de trouble, ne pas être troublé ni par la maladie, ni pour la souffrance, ni par la peur, ni par rien du tout. Il faut être tranquille avec soi-même et juste apprécier l'existence telle qu'elle est. Ça sera ça toute la sagesse d'Épicure qu'on va voir. Et puis après Épicure, ça sera, on va parler, je crois, de Lucrèce. Alors Lucrèce, c'est comme on sait rien et que c'est un long poème. En gros, Lucrèce va après nous dire qu'on souffre parce qu'on a peur de la mort. Et puis toute cette la fin vraiment de la philosophie grecque avant qu'on arrive à la philosophie latine. Et après qu'on arrive au monde chrétien, la fin de cette philosophie grecque a été vraiment de travailler sur l'idée de la peur de la mort et d'essayer de combattre cette peur de la mort qui nous empêche de bien vivre. Donc on va reprendre après sur Épicure avec la lettre à Ménécée qui est vraiment quelque chose d'extrêmement connu, extrêmement célèbre, hein, avec l'idée que la mort n'est rien pour nous.